m'appelle Marine Safar, je suis CTO de Caféine, ex-Le Kiosque, depuis maintenant 7 ans. Et je vais vous parler de notre organisation en squad, et notamment des côtés positifs, mais aussi des petits obstacles qu'on a pu rencontrer. J'ai choisi ce sujet parce que ça fait exactement 1 an qu'on a changé l'organisation, et je me suis dit que c'était le bon moment de faire un retour d'expérience. C'est un sujet dont pas mal de gens parlent. Voilà. Et je serais vraiment ravie d'avoir ensuite vos retours d'expérience si vous avez aussi cette expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à mon avis. Donc, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Oui, et je vais vous parler au fait du fait qu'on avait pas mal de dettes techniques aussi, et de la façon dont on réduit la dette, et le fait que c'est pas forcément très très facile quand on est organisé en squad. Alors d'abord, je vais vous dire qui je suis, un petit peu mon parcours. Je vais vous parler un petit peu de Le Kiosque Caféine parce que vous ne connaissez pas forcément. D'ailleurs, combien de personnes connaissent ici? Petit sondage. Ok, c'est pas mal. On n'est pas très très connus encore, mais ça va venir. Et donc je vais vous parler d'une grosse croissance qu'on vient de l'expérience d'expérimenter, une grosse croissance, et de la raison pour laquelle on est passé en squad, de la dette technique qu'on a, et des avantages et des inconvénients de cette organisation. Alors, ouais, non, j'ai passé une slide. Ok. Du coup, c'est qui Caféine? Donc en fait, on a 2000, donc c'est bien. On a 500 partenaires aujourd'hui. On est présent en France, au UK, en Italie, et bientôt aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être entièrement focalisé sur avoir le meilleur produit et la meilleure expérience. On est assez fiers de nos notes sur l'Apple Store et sur le Play Store, parce qu'on est 4.6. Il faut savoir qu'on a 88 000 avis, donc c'est vraiment des belles notes. On a fait des gros partenariats depuis 2014. Le premier, c'était en 2014. Donc moi, je suis arrivée chez Caféine en 2013. Donc le premier, c'était avec SFR. Ensuite, on a fait un partenariat avec Bouygues, avec Free, avec Canal+, avec Cdiscount et en Angleterre avec O2. Et depuis le mois d'août, on est revenu chez SFR. Donc en fait, on était partis. Ils avaient décidé d'internaliser et de faire SFR Press. Et 2 ans après, ils sont revenus nous chercher. Et donc on est de nouveau avec eux. Donc c'est assez intéressant, et on fait aussi des partenariats beaucoup plus petits avec notamment des collèges, des lycées, des écoles, des HEC, etc. Et on travaille avec Canopé, qui est une organisation, un service public en fait, qui est en charge de numériser l'éducation nationale. Donc ils ont beaucoup de boulot en ce moment, comme vous pouvez imaginer. Et donc tout ça pour dire qu'on a doublé de taille en 12 mois. En fait, même plus que ça, puisqu'on est passé en 18 mois, on est passé de 40 personnes à 150. Et on est donc maintenant sur 5 pays. Et en plus, on était une équipe de management de 4 personnes, et on est passé à 8. Et on a embauché des gens de chez Deezer, de chez Criteo et de chez SFR, entre autres. Ça, c'est mon parcours. Donc en fait, moi, j'ai commencé dans l'IT traditionnel, puisque j'ai commencé ma carrière avant qu'Internet existe. Donc chez Primavera, qui était un logiciel de gestion de projet, qui a été racheté par Oracle. Et ensuite, j'ai rejoint Broadvision, qui était un des pionniers de l'e-commerce dans la Silicon Valley. Donc j'étais 10 ans à Londres, et j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis. Et ensuite, j'ai rejoint des agences web, donc Agency.com, qui était une grosse agence basée à New York, très internationale, et pour lesquelles j'ai fait le premier site internet de The Guardian, donc quotidien anglais, un truc dont je suis très fière. Surtout avec Alors c'est drôle parce qu'on a récupéré The Guardian en janvier sur Caféine, et j'étais tellement contente parce que, voilà, pour des raisons évidentes. On avait fait The Economist aussi. Je suis passée un petit peu par chez Full Six, et ensuite, quand je suis rentrée en France, et ensuite j'étais chez Proximity BBDO, qui est une agence plus CRM marketing, qui est aussi une boîte américaine, pour lesquelles, entre autres, j'ai développé un gros programme CRM pour Procter & Gamble. Et c'est un autre projet dont je suis très fière, parce que c'était un projet qui a commencé en France et qui s'est étendu en Europe, et dont les Américains ensuite ont repris. Donc on a été partout dans tous les pays dans lesquels il y a P&G, ce qui est quand même très très rare qu'une boîte américaine prenne un projet français.
Et finalement, comme je vous ai dit, donc Caféine depuis 2013, depuis le 1er septembre 2013 exactement. Et là, on a une actualité très riche, puisqu'on vient de racheter 2 boîtes cet été, coup sur coup. Donc Millibris, qui est une boîte française qui donne des services aux éditeurs. Donc, ils font par exemple la liseuse de l'Équipe, du Monde, des Courriers Internationaux, des Échos, donc ils ont des très belles marques de presse. Et on a racheté Blendle, qui est une boîte néerlandaise qui fait la même chose que nous, mais sur les articles. Donc au lieu de vendre un forfait limité à toute la presse, ils vendent un forfait limité à des articles. Et c'est un modèle qui nous intéresse parce qu'on veut aussi bien sûr se diriger vers l'article. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on est maintenant présent officiellement aux Pays-Bas et en Allemagne. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant qu'on s'organise en squad, on était dans une organisation agile classique, je vais dire. Donc, au passage, oui, quand je suis arrivée, j'ai mis en place une méthode agile depuis 2013 et je me suis fait aider par Octo. Et donc, c'était vraiment une très très belle expérience. Et donc, on avait une team iOS avec un manager iOS, une team Android, une team web, une team back, etc. Et donc l'idée de passer en squad, c'était, puisqu'on a grandi assez vite, c'était de garder des équipes de taille humaine. Donc l'idée d'une squad, c'est de ne pas avoir plus de 7 à 10 personnes. Et une équipe bien sûr multidisciplinaire. Donc à la place d'avoir tous vos devs iOS, tous vos devs Android, etc., vous avez un dev iOS, un dev Android, un dev web, un dev back, un QA et une personne de la data, et un product manager et un designer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça chez nous. Et en fait, chaque squad a un objectif business très défini. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec 5 squads. Une squad acquisition. Donc, si vous connaissez le modèle de squad, chaque squad a des stakeholders. Donc, les stakeholders ne font pas partie de la squad, mais sont les gens qui sont quelque part les gens qui expriment leurs besoins. Donc, la squad acquisition a comme stakeholders le marketing et le CRM. Donc l'idée de la squad acquisition, c'est d'acquérir des nouveaux clients, que ça soit en B2C direct ou en B2B ou en B2B2C, puisque quand on passe par les partenariats comme Bouygues, on a aussi des end-users, mais on passe par Bouygues. Donc voilà, donc c'est sur l'ensemble de notre activité. On a une squad rétention. Donc rétention, comme son nom l'indique, l'idée c'est de garder les personnes sur le service une fois qu'elles sont là, donc anti-churn. Donc là, les stakeholders sont les utilisateurs finaux eux-mêmes. Le customer care. Donc, par exemple, sur Slack, on a une channel reviews. Donc, toutes les reviews qui sont postées sur l'App Store et les Google Store, on les voit passer au fur et à mesure. On a aussi une channel social listening, donc on voit tout ce que les gens disent de nous sur Twitter, etc. Une squad contenu, bien sûr, c'est le cœur de notre métier. Donc, tout ce qui est la façon dont on met en avant le contenu. Donc, on a un newsstand, comme on a 2000 titres, c'est un vrai challenge, en fait, de voir la profondeur du catalogue. C'est une des choses les plus difficiles parce que voilà, on a une homepage qui est soit sur le site, soit sur votre iPhone, donc on n'a pas beaucoup de place. Et là-dedans, il y a bien sûr l'équipe éditoriale. Donc, on fait beaucoup d'animations éditoriales. Ensuite, on a une squad publishers qui est plus récente puisque c'est suite à l'acquisition de Millibris. Donc l'idée, c'est que cette squad publisher, elle prend à la fois tous les services qu'on fait pour les éditeurs, donc si on fait des liseuses pour les éditeurs, mais aussi le fait de toute la chaîne de production. On appelle ça chez nous même chaîne de production, mais en fait, c'est tout ce qui se passe entre le moment où les éditeurs nous livrent leur contenu et le moment où on affiche ces contenus dans nos applications iOS, Android et sur le site. Enfin, on a une squad scale qui en fait devrait s'appeler business plus que scale, mais l'idée de scale, c'est qu'on scale notre business, donc on a de plus en plus d'utilisateurs. Et c'est la squad qui s'occupe de toutes les relations avec nos partenaires, donc tous les customer journey, avec, que ce soit un SSO ou un parcours d'activation. Tout ce qui est business. Et enfin, on a une squad mais qui n'est pas une squad dans une équipe de gens qui font de la market research, qui explorent des nouvelles sources de revenus, mais dans lequel il n'y a pas tout ce qui est iOS, Android, etc. Hop. Alors, on a un process qui s'appelle le process Donut. L'idée, c'est d'avoir 2 cycles. Donc, avant, on était en classique, on va dire, sprint, des sprints de 2 semaines qui se succédaient. Et en général, on faisait un sprint de feature et un sprint de maintenance, tech care, etc. Ce qu'on appelle chez nous tech care, c'est
quand on fait tout ce qui est refacto, correction de bugs, etc. Et donc, du coup, on est passé en Discovery Delivery. Donc, on a 3 semaines, un sprint de 3 semaines de Discovery, pendant lequel les Product Managers, pardon, font tout ce qui est choix de features, UX, recherche, etc., interview d'utilisateurs, spécification, design, et tout ça. Donc, on choisit ce qu'on va faire. Et ensuite, on a un sprint de 3 semaines de delivery où on fabrique ce qu'on a dit qu'on allait fabriquer. Pendant la discovery, les devs font partie de la discovery, mais comme ils ont un peu plus de temps, c'est là où on fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le tech care, c'est là où on fait la correction de bugs, le refacto, la réduction de la dette technique, etc. Alors tout ça c'est très bien, et franchement, moi j'adore encore l'organisation en squad. Je trouve que ça responsabilise énormément les développeurs, parce qu'ils savent pourquoi ils travaillent, et ça fait le vrai lien entre les développeurs et la data, puisqu'ils voient les résultats. Donc à la fin de chaque sprint de delivery, on publie les résultats data. Combien de personnes ont utilisé de nouvelles features, est-ce qu'en effet on a acquis des nouveaux utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment, ça responsabilise énormément et ça focalise sur l'objectif business. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, ils ont vraiment l'impression d'ajouter, c'est pas une impression, mais ils ajoutent vraiment de la valeur et ça se voit. Et donc ça, c'est génial. C'est vraiment le côté très très bien de l'organisation en squad. Le côté un peu moins bien, c'est pareil, hein, quand on a des avantages, on perd un petit peu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un peu, en fait, avant de changer en organisation en squad, on avait commencé une énorme refonte technique. Parce que la boîte avait 14 ans et qu'on avait plein de techniques dont je vais vous parler maintenant. Peut-être. Quelle dette technique? On a changé de business model. Donc on pourrait penser que distribuer des magazines et des journaux sur une application, pourquoi on aurait changé? Qu'est-ce qui a changé? En fait, plein de choses ont changé. On a changé de... En gros, avant, on vendait un forfait à 9,99 € pour 10 crédits. On est passé à l'illimité. On a changé de data model. On a changé... Donc au fur et à mesure, on s'est adapté au fait qu'on avait de plus en plus de partenaires. Donc avant, quand on a commencé, on avait un catalogue, un pays, et c'était que du B2C. Et donc à chaque fois qu'on mettait un nouveau titre en ligne, il partait en ligne et c'était très bien. Et au fur et à mesure qu'on a rajouté des partenaires, il a fallu faire des catalogues différents, des offres différentes, etc. Donc au bout, avec 450 partenaires, au bout d'un moment, sachant que chaque partenaire a des modèles différents, des modèles d'abord et des customer journey différents, donc ils peuvent se connecter en SSO ou en activation, c'est-à-dire créer un compte chez nous. Donc voilà, après au bout d'un moment, quand on adapte, comme vous le savez, le naming devient pas, ça fait pas ce que ça dit que ça fait, donc ça devient difficile d'onboarder des nouveaux devs parce que ils pensent qu'un truc fait quelque chose, en fait non, et il y a toujours le moment de bidouillage où le premier truc qu'ils mettent en ligne, ça se passe pas comme prévu. Alors heureusement, si tout se passe bien, c'est en pré-prod et on leur explique, ah non, en fait non, ça s'appelle comme ça, mais ça veut pas du tout dire ça. Bref, vous connaissez les problèmes. Après, on avait de la dette technique purement de choix techniques peu heureux, on va dire, du départ. Qui était en gros, par exemple, nos tables, on a une base de données Microsoft SQL Server dans laquelle il y avait de l'héritage entre les tables, ce qui était vraiment pas terrible du tout. L'Entity Framework, des choses dont il a fallu sortir parce que ça nous arrangeait, c'était pas bien. Donc qu'est-ce qui a changé et pourquoi en effet il y a de la dette technique, ça je vous l'ai déjà un petit peu dit. On est passé d'un catalogue 450, on est passé de 150 publications à 2000. On est passé, et ça s'est passé au moment où on a eu le deal avec Bouygues, on est passé d'une plateforme où on avait surtout des magazines, donc on les recevait 2 jours avant, on faisait plein de traitements dessus et on les mettait en ligne, on n'avait pas de problème, on faisait ça avec un back-office, à la PQN et la PQR. Alors c'est quoi? C'est la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne régionale, donc on a eu plein de nouveaux. En fait, on avait fait un deal avec Bouygues en disant on aura 1000 titres, donc on a été chercher nos 1000 titres. Et donc, il a fallu les mettre en ligne. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez des publications comme Le Parisien, Midi, Olympique, tous les trucs régionaux. Et en fait, ils ont parfois 80 éditions différentes tous les matins. Donc, bien sûr qu'il a fallu faire assez rapidement un énorme travail d'automatisation. Et notre chaîne de production a complètement changé. Donc, elle est passée d'un truc qui passait par un back-office avec de la qualité, etc. derrière,
dès qu'un PDF arrive sur notre système, il faut qu'il soit traité le plus vite possible parce que ça arrive soit à 22 h, soit à 3 h du mat, et il faut qu'avant 7 h ça soit en ligne, que toutes les éditions soient en ligne, et en plus qu'on découpe les magazines en articles. Voilà, donc tout ça. Tout ça pour dire que, alors ça c'est mon petit schéma d'onboarding de mes techs quand ils arrivent. Je ne vais pas vous raconter tout parce que sinon on va être là longtemps. Mais en gros, ce que je veux dire là, c'est que ce qu'on avait commencé à faire avant de passer en organisation en squad, c'est de faire la refonte technique de toute la chaîne en commençant par la gauche. Donc c'est un schéma, ça se lit à partir de la gauche. Et en fait, ça commence par quand les éditeurs déposent leurs fichiers PDF sur notre SFTP. Donc on a un notifier, donc un truc qui nous dit voilà c'est arrivé, on commence le traitement. Donc on a des jobs qui font on a un truc qui s'appelle l'extractor PDF, c'est-à-dire que ça va chercher un fichier PDF qui est en fait destiné à l'imprimerie, et on le découpe en un fichier par page, on change le color space parce que c'est du CYMK, ça passe en RGB, on change la taille bien sûr des assets pour que ça soit plus petit et que ça passe bien mais garder la qualité. On fait du watermarking contre le piratage, parce que voilà, et en plus on a un système assez sympa qui fait que si vous piratez quelque chose, déjà vous êtes obligé d'être logué. On encrypte le user ID dans un truc super caché, donc on peut récupérer les pirates, et en fait on a un crawler qui va chercher sur les sites de piratage pour aller chercher ces pixels pour voir s'ils sont là, et quand c'est là on bloque l'utilisateur au moment du piratage. Donc bref, il se passe beaucoup de choses. Et toute cette partie-là, en fait, donc après il y a du découpage du magazine en article, après bien sûr il y a notre API qui sert toutes les infos d'utilisateurs, et ça va jusqu'à, on va dire, ça va jusqu'à l'application iOS, Android et le site. Donc, je ne vais pas tout vous faire, mais tout ça pour dire qu'on avait commencé en 2019 à refaire toute la chaîne de production parce que justement elle avait beaucoup de dettes techniques. On l'a passé d'Azure à AWS, on l'a dockerisé, on a fait des tests dans tous les sens, on a fait plein de choses, on a passé en .NET Core. Donc on a fait ça, on a changé extracteur, on a changé tous les jobs qui allaient chercher les mises en ligne automatiquement. Et aussi sur notre site internet qui était en Angular, on est passé en Vue. Voilà, pour tous ceux qui connaissent, c'est vachement mieux maintenant. Donc l'idée, c'était de continuer cette refonte technique, et on avait une roadmap technique de janvier à septembre qui disait on va refaire toutes les tables, on va refaire toutes les API, et ça va super bien se passer. Mais, et après on avait encore une autre roadmap très chargée. Alors bien sûr finir de refaire l'application iOS d'Objective-C en Swift, finir de refaire l'application Android en Kotlin, voilà, plein d'autres choses, et bien sûr intégrer toutes les nouvelles API dans les applis. Et on avait aussi une refonte de back-office, dont je n'ai pas parlé là. Ah si, c'est là. Et du coup, je me suis aperçue, avant l'été, qu'on n'avançait pas du tout sur cette refonte. Et la raison pour laquelle on n'avançait pas du tout sur cette refonte, c'est qu'on le faisait pendant ce sprint de discovery, donc on appelle Tech Care, pendant laquelle on faisait à la fois de la correction de bugs, du refacto et cette migration technique. Et autant vous dire que ça ne tenait pas du tout, et qu'en plus que faire ça pendant 3 semaines, on faisait beaucoup de conceptions sur les nouvelles tables, etc. Arrêter, faire des features et reprendre. Mes développeurs, au bout d'un moment, ils m'ont dit « T'es gentille, Marine, mais on n'y arrive pas, quoi. » Beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Voilà, ça, on était là. En plus, je pense qu'ils ont énormément travaillé cet été, parce que voilà, il y avait que ça à faire, à partir du 13 mars, on va dire. Comme tout le monde, on était tous en télétravail et on ne faisait que travailler. Et malgré ça, on n'y arrivait pas. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit on va se poser, on va prendre 2 cycles, donc 2 fois 6 semaines, et on va finir la migration technique. On va faire une pause sur la roadmap, sur toutes les nouvelles features, on va faire ça. Alors ce qui est très très bien tombé, c'est qu'en même temps, on a acheté 2 nouvelles boîtes, et du coup, on s'est dit de toute façon, il faut qu'on prépare l'intégration avec les autres boîtes, il faut qu'on regarde leur système, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça a changé notre roadmap produit complètement, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient sur notre roadmap qu'on voulait faire avec Blendle, mais du coup, on pense qu'on va faire un saut qualitatif parce qu'il nous apporte beaucoup de choses, mais avant de le faire, il faut qu'on voit comment on peut connecter nos systèmes. Et ça m'a permis de faire cette pause sur l'organisation en squad, et donc on est repartis tous ensemble là, on est toutes les équipes dev ensemble à refaire la refonte technique, et c'est une chance parce que je sais que c'est pas un truc facile à négocier, surtout quand les CEO sont très orientés business
et pas technique, parce que voilà, le bénéfice est moins évident qu'avec une nouvelle feature et la data, même s'il est très très évident ensuite en vélocité, en gain en vélocité, en gain pour onboarder les équipes et en stabilité et en montée en charge. Et voilà, et donc en fait, mon idée en tout cas, c'est que super l'organisation en squad, il faut la garder, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un truc où tous les 6 mois, on fait un cycle ou 2 cycles de pure refacto technique, migration? Et là, je parle vraiment des boîtes qui ont des scale-up en fait, hein, qui ont 10-12 ans. C'est sûr, si vous commencez from scratch et que vous êtes une start-up, ben, vous n'avez pas ce problème, normalement, au départ. Mais voilà, donc l'idée, ça serait vraiment d'avoir une pause dans les squads et en plus, ça permet aux équipes techniques quand même de se retrouver, parce que mine de rien, l'organisation en squad, ça sépare les gens. Hein, moi, j'ai une équipe web de 5 personnes qui s'adorent entre eux, ils s'appellent tous les jours, et ça se passe très bien parce que même s'ils sont en squad, ils communiquent extrêmement bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des équipes qui sont moins proches les unes des autres, et du coup, les squads donnent un petit peu de distance. Et donc l'idée, ça serait en effet tous les 6 mois de faire des sprints purement techniques, plusieurs d'affilée pour faire ce type de projet. Et voilà, et si on ne le fait pas, eh ben, on connaît les risques de dette technique beaucoup trop grosse et de plateforme instable, de régression, etc. Donc voilà, je serais super intéressée de connaître vos retours d'expérience, si vous avez la même chose que moi ou pas, si vous avez eu des problèmes de refonte technique. Merci beaucoup.